Colombie, la paix confisquée, paroles d'otages, documentaire réalisé par Julie Perrard et Christophe Astruc, de quoi se remémorer, et vous venez de le voir. Les heures sombres de la guerre civile larvée entre la guérilla armée des FARC et le pouvoir central dans un pays en outre toujours gangréné par le narcotrafic et la corruption, même s'il demeure la plus vieille démocratie d'Amérique latine. Et maintenant, quel avenir politique pour la Colombie? Nous allons en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Mathilde Alain est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, Sorbonne. Nouvelle, hein, c'est évidemment le titre de votre établissement, et chercheuse au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques, le CREDA, hein, je crois, concernant ce centre de recherche. Éléonore Carrois est également avec nous. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes députée Ensemble représentant les Français établis en Amérique latine et aussi aux Caraïbes et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et puis enfin avec nous, Kevin Partenay. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur de sciences politiques, relations internationales à l'Université de Tours et auteur de Crise en Amérique latine, les démocraties déracinées, 2009-2019. C'est un ouvrage qu'on peut se procurer chez Armand Collin. On vient de voir ce documentaire. Peut-être, avant de parler d'aujourd'hui, revenons sur cette fameuse période et cette guerre civile larvée, appelons les choses comme ça, entre environ 1990 et 2016. 2016, c'est une date importante. Ce sont les accords de la Havane et qui signent finalement la paix, la fin de cette confrontation entre le pouvoir central et les FARC. On peut dresser un rapide bilan de ce qu'a été, et notamment un bilan humain de ce qu'a été cette période en Colombie aujourd'hui? Oui, en effet, il y a un gros travail qui a été fait par la Commission de la vérité. C'est une commission qui s'est réunie à la suite des accords de paix signés entre les FARC et le gouvernement colombien en 2016 à la Havane. Et on connaît en fait l'ampleur des exactions et des violations des droits humains. Et quelle est-elle, cette ampleur? Eh bien, pour vous donner quelques chiffres, on a par exemple 120 000 disparus, donc des personnes qui ont été tuées ou dont on ne sait pas en fait où se trouve leur corps. Donc c'est aussi des milliers de familles qui sont à la recherche d'un proche. On a 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes qui ont été séquestrées et on a plus de 450 000 personnes qui ont été tuées. Plus de 80%, ce sont des civils. Donc c'est avant tout un conflit interne, plutôt contre les civils qu'une guerre civile. Et les FARC ne sont pas les seuls perpétrateurs des violences. Il y a d'autres types d'acteurs, des groupes paramilitaires, mais aussi l'armée colombienne. Tout ça se sait assez bien maintenant, puisqu'on a tout un processus de justice de transition qui est à l'œuvre en Colombie aujourd'hui. Alors c'était justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que justice sera faite concernant ces victimes que vous venez d'énumérer? Alors, le processus actuel, c'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle, donc c'est-à-dire une justice qui permet de passer d'une situation de conflit à une situation de paix. Le but n'est pas de punir, mais plutôt de connaître la vérité, connaître les faits et permettre aux personnes, aux victimes de se reconstruire et surtout aux perpétrateurs des violences de dire aussi leur vérité sur le conflit. C'est plutôt une justice qui permette de pacifier la société, de réconcilier une société meurtrie depuis plusieurs années. Le processus est en cours. La plupart des chefs guérilleros des FARC ont accepté de faire partie de ce processus. Donc en échange de la vérité, ils ont une réduction de peine. Et on a aussi un certain nombre de hauts commandants de l'armée qui commencent à faire partie du processus de justice, puisqu'il s'agit aussi de juger les crimes côté État autant que les crimes commis par les guérillas. On va avoir une carte pour resituer, bien sûr, la Colombie en Amérique latine, avec sa capitale, bien sûr, Bogota. 51,2 millions d'habitants aujourd'hui en Colombie. Et la 4e plus grande économie d'Amérique latine, la 3e en Amérique du Sud. Et un tout nouveau président, ou presque, qui a été élu en 2022. C'est le premier président de gauche élu en Colombie. Son nom est Gustavo Petro, qui veut, lui, instaurer une paix totale, dit-il, en Colombie aujourd'hui. Autrement dit, la paix qui avait été signée en 2016 était une forme de paix factice jusqu'à maintenant? Non, alors, ce n'était pas une paix factice, mais c'était une paix qui ne concernait pas tous les acteurs de cette situation, qui était une situation de violence, de guerre civile, qui a duré, vous l'avez rappelé, pendant des décennies, et qui aujourd'hui, malgré une nette amélioration de la situation depuis 2016,
continue d'exister dans certains endroits du territoire colombien. Alors Gustavo Petro, moi j'avais eu la possibilité en tant que député des Français d'Amérique latine et des Caraïbes d'assister à son investiture justement, écouter son discours et sa volonté d'avoir une paix plus globale qui inclut aussi des groupes purement criminels mais qui sur le plan géopolitique, géographique jouent un rôle et un rôle néfaste et donc il voulait les intégrer aussi dans ce processus de justice transitionnelle qui vient de nous être expliqué. Mais cette volonté de paix totale se heurte à des difficultés avec un certain nombre de groupes, notamment El Ejército de Liberación Nacional, l'ELN, qui est aussi un groupe guerrillero qui ne fait pas partie du premier processus de paix et qui aujourd'hui est toujours en pourparlers, mais ces pourparlers semblent un peu s'embourber et ça semble assez compliqué. Mais là aussi, nous sommes, concernant ce groupe, sur un groupe d'obédience marxiste, comme l'étaient les FARC. Oui, alors avec quelques nuances, et je laisserai peut-être les professeurs vous en dire plus, mais aussi avec une partie de théologie de la libération. Mais il y a une forme de porosité entre ces groupes qui sont vraiment avec des fondements idéologiques qui se sont créés dans les années 60, etc. et la réalité aujourd'hui qui est très liée, il faut le dire, au commerce de la drogue, au narcotrafic et à des systèmes économiques qui existent aujourd'hui sur ce territoire colombien et qui affectent la population et qui créent toujours ce cycle de la violence. On n'en est pas complètement sorti, même s'il y a eu, depuis 2016, on doit le dire, en tout cas dans les métropoles et dans certains territoires colombiens, une nette amélioration. C'est vrai que j'ai énuméré les principaux secteurs forts de l'économie colombienne, mais alors au chapitre économie informelle, cette fameuse économie informelle, je ne sais pas très bien ce qu'on y met dedans, mais vous allez nous le dire, 47% de cette économie informelle représenterait aujourd'hui l'économie colombienne. Qu'est-ce qu'on y met justement dans cette fameuse économie informelle? Comme dans beaucoup d'autres pays latino-américains, ce sont du travail avant toute chose. Hein. Dans l'économie, la force de travail dans les secteurs informels est une part très importante, comme pour le Brésil, comme pour le Pérou, d'autres pays. Évidemment, en termes de ressources, vous évoquiez le pétrole, vous évoquiez les minerais. Ça, c'est des ressources qui sont partie prenante justement du développement de ces secteurs informels, qui empruntent justement des routes allant jusqu'aux États-Unis, allant jusqu'en Europe, circulant dans le continent latino-américain, et qui s'appuient beaucoup sur des forces humaines, sur les ressources humaines. Et c'est ce qui, je crois, historiquement a aussi beaucoup expliqué les raisons pour lesquelles vous retrouvez de la violence, des violences armées, c'est que ces ressources circulent pas uniquement par des machines, mais par des êtres humains qui amènent justement ces denrées illicites dans d'autres parties du continent et qui démultiplient ce facteur violence, ce facteur insécurité. Et ça, bon, l'informalité contribue beaucoup effectivement aux enjeux de sécurité, aux enjeux d'instabilisation. Enfin, en termes de sécurité humaine, c'est ça qui pose le plus de problèmes. La Colombie se différencie d'autres pays d'Amérique latine sur ce point? Où on retrouve le même phénomène dans d'autres pays d'Amérique latine? On le retrouve dans d'autres pays latino-américains, notamment en Bolivie, le Pérou, l'Équateur, qui sont des pays producteurs, notamment là, pour la Colombie dont on a parlé, ce qui est évoqué dans le documentaire, les feuilles de coca, qui sont producteurs de matières qui vont générer la production de ressources illicites. La drogue en particulier, qui n'est pas consommée directement sur les territoires, mais qui est consommée plutôt en Amérique et puis en Europe. Elle est produite, transformée en Colombie et ensuite distribuée à l'extérieur. Exactement, transformée en territoire. Et c'est ce que l'on met souvent en avant, c'est que la production de valeur se fait à la sortie du territoire. Une fois que la substance a été transformée et qu'elle passe à la consommation dans le marché justement international des substances illicites, c'est là qu'elle prend de la valeur. Et c'est là que justement on alimente des réseaux de criminalité, des réseaux de commerce illicite. Effectivement, c'est un problème qui se trouve dans beaucoup de pays latino-américains qui ont, dans leur modèle économique, la production de ressources primaires de cette nature. Alors, la culture de coca, la cocaïne, problème numéro 1, semble-t-il, qui gangrène le pouvoir politique, le pouvoir économique dans ce pays, et c'est pas nouveau. La preuve avec cet extrait du film que nous venons de voir, où Andrés Pastrana, qui est ancien président de la République colombienne, qui s'exprime. En 2000, je suis allé à la Maison-Blanche pour parler au président Clinton qui m'avait invité et je lui ai dit que j'allais proposer un plan Marshall pour la Colombie pour lutter contre le trafic de drogue et que nous allions l'appeler le plan Colombie. Je lui ai dit « Je suis le plus grand producteur de cocaïne au monde et vous, le plus grand consommateur. Je suis pauvre et vous êtes riche.
Donc vous allez mettre de l'argent sur la table, et moi aussi. Et nous allons éradiquer la drogue colombienne. Il a été président, Andrés Pastrana, entre 1998 et 2002. Autrement dit, finalement, le problème n'est pas nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était question du fameux plan Colombie, à l'époque, en association donc avec les États-Unis. Rien n'a changé depuis cette période où les choses ont vraiment évolué pour lutter, justement, contre à la fois la culture, la transformation de la cocaïne et la distribution de la cocaïne dans les pays, soit l'Amérique, qui a été un grand consommateur, qu'il est peut-être un peu moins aujourd'hui, et l'Europe aujourd'hui. Alors, rien n'a changé. La production de cocaïne est encore plus importante aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les producteurs de cocaïne sont devenus plus performants. C'est-à-dire qu'on produit plus sur un hectare, donc une productivité en hausse. Et les transformations, donc les laboratoires où on transforme la cocaïne, sont aussi devenus plus efficaces. Et si on revient sur cet extrait, là on est en train de parler du plan Colombie, mais en fait finalement la participation des États-Unis dans le conflit colombien, elle est plus ancienne, elle s'ancre aussi dans une volonté des États-Unis de contenir les guérillas, les idéaux révolutionnaires et dans une politique anticommuniste. Donc on revient toujours à une intervention états-unienne autour de l'anticommunisme qui va se transformer en une politique anti-drogue avec vraiment une aide financière très importante. L'armée colombienne devient une armée de métiers très équipée grâce en partie à l'aide états-unienne qui sont des financements très importants. Mais il faut aussi... si j'entends bien ce que vous me dites, finalement, c'est un échec. Alors, de nombreuses... Production record de cocaïne en 2023 en Colombie. En fait, c'est qu'il faut revenir aux raisons, je pense, un peu structurelles. Pourquoi les personnes produisent de la feuille de coca ? En fait, à l'origine, c'est surtout un échec de développement, puisque les personnes qui produisent, donc ce sont des paysans qui produisent la feuille de coca, ce sont des personnes qui vivent dans des zones très éloignées, très peu de ressources. Alors, par nécessité économique, mais aussi par contrainte, parce qu'on est dans des secteurs vraiment très violents, où il y a une forte contrainte pour produire. Et donc, ces personnes-là, elles ne gagnent que très peu, finalement, et elles n'ont pas d'autre possibilité de produire autre chose que de la feuille de coca. Donc la possibilité avait été ouverte avec les accords de la Havane, justement, de permettre aux personnes de produire autre chose avec des financements, justement, dirigés vers la transformation des campagnes. C'est là peut-être qui est le cœur, finalement... Dans le cadre d'une réforme agraire. Bien sûr, la clé de la transformation. Pourquoi les personnes produisent et après pourquoi les personnes consomment, c'est une autre question. Oui. Le bilan concernant cette lutte contre... la production, la transformation de cocaïne sur place. C'est difficile de faire un bilan parce que c'est un processus qui est un processus en mouvement et qui finalement est un processus international. Il est long en tout cas. Il est long et il nous concerne en fait. Et c'est ça qui est important parce qu'on a l'impression qu'on est en train de parler d'un pays qui est très éloigné, duquel finalement en France on connaît assez peu de choses, mais ça nous concerne directement. Parce que ce qui fait qu'une culture en Colombie soit rentable pour un paysan colombien, c'est aussi que le commerce international soit équitable, c'est aussi qu'il soit payé à son juste prix, c'est qu'il soit plus rentable de produire du café ou du cacao que de produire par exemple de la feuille de coca. Et de la même façon, on l'a dit, le narcotrafic c'est un phénomène international. Le consommateur, il se trouve pour sa grande majorité en dehors de la Colombie. Donc il y a aussi une responsabilité ou en tout cas une nécessité de coopérer à l'international pour contrer ce fléau. Et je pense qu'on regarde souvent ce qui se passe sur notre territoire, les effets du narcotrafic en France qui sont réels et qui sont malheureusement de plus en plus visibles avec une délocalisation de cette violence du narcotrafic sur notre territoire. Mais en réalité, cette violence, elle existe depuis des décennies en Amérique latine. Et je pense que pour la combattre, il faut la combattre de manière coordonnée et que la coopération internationale sur ce plan-là est essentielle. L'influence du narcotrafic en Colombie. On a vu dans ce documentaire que les FARC enregistraient des dîmes, de l'impôt sur ce trafic sur le marché intérieur. Et là, on n'est plus du tout dans le combat politique, on est sur du narcotrafic pur et simple. Est-ce que les choses continuent? Est-ce que la cocaïne alimente à nouveau d'autres guérillas armées qui subsistent, vous l'avez dit, aujourd'hui dans le pays? Oui, c'est un phénomène qui continue, c'est ce que Mathilde Alain expliquait, tant que la production ne change pas, la finalité, l'usage de cette production ne va pas changer non plus et va continuer à alimenter des réseaux. Ce qui est très bien montré dans le documentaire, c'est aussi la très grande difficulté de l'État à contrôler une partie du territoire.
Et dès lors que sur cette difficulté de contrôle territorial par l'État, avec l'existence de groupes justement qui essayent de survivre, ça également c'est un point qui est bien montré dans le documentaire, ce sont ces groupes-là et les FARC à l'époque cherchaient à survivre. Et pour alimenter leur capacité à agir, ils devaient tirer profit d'un commerce qui était certes illicite. Mais à partir du moment où ces groupes continuent à exister, vous avez des ressources qui sont recherchées pour cela. Donc ça continue. Et puis, comme on l'a tous rappelé, je veux dire, cette problématique, elle est profondément transnationale. Et tant que les consommateurs continueront à exister, c'est des réalités qu'on n'arrivera pas à faire disparaître. Et on parlait à l'instant des initiatives nécessaires de coopération internationale. Je crois que si ça continue à exister en Colombie, les réponses qui doivent être apportées doivent largement dépasser la Colombie. C'est l'Amérique latine, mais c'est également les États-Unis, c'est l'Europe. Sont des alliances ad hoc ou plus pérennes, mais internationales qui doivent s'établir, se forger pour pouvoir combattre le phénomène. Gustavo Petro, dont on a parlé tout à l'heure, président de la Colombie depuis 2022, que met-il en place concrètement pour lutter contre ce narcotrafic dans son pays aujourd'hui? En interne, au niveau de la Colombie, il a ouvert un processus qui s'appelle la paix totale, cette volonté qui a déjà été un petit peu évoquée, de dialoguer avec tous les groupes. C'est l'idée de dire qu'il faut de toute façon ouvrir des cycles de négociation avec tous ces groupes. Les groupes politiques, à obédience politique, mais aussi les narcotrafiquants, où les deux se mélangent? La proposition, c'est celle d'ouvrir des négociations avec tout le monde. Alors la difficulté, c'est qu'on ne parle pas de la même façon avec un groupe qui a des vocations politiques ou des idéaux qu'avec un groupe armé qui base son activité uniquement sur le narcotrafic. Mais on a pu voir que les politiques qu'on dit de mano dura, donc un peu fortes, ne permettent pas non plus d'indiquer ce phénomène. Aujourd'hui, dans le nord de la Colombie, on a 30 000 militaires qui sont dédiés à la lutte contre le narcotrafic. Et on voit qu'en fait, ça n'a aucun impact sur la situation. Les voies d'acheminement de la cocaïne sont modifiées. On est face à des entreprises transnationales qui sont très fluides, qui s'adaptent, qui coopèrent. On n'est plus face à des grands cartels comme on pouvait avoir avec Pablo Escobar. Comment ne pas citer le nom de Pablo Escobar dans cette émission dédiée à la Colombie, décédé et tué, en 93, les forces armées centrales en 93. Tout à fait. Donc en fait, les têtes ne sont plus si facilement identifiables. On est face à des petits groupes qui vont se recomposer. Donc il est extrêmement difficile de lutter contre cette fluidité. On voit que les voies changent rapidement. L'Équateur est maintenant aussi en proie à des scènes de violence depuis 1 ou 2 ans, notamment parce que les ports d'acheminement sont ceux de l'Équateur actuellement. Qu'est-ce qu'on propose à ceux qui sont autour de la table, et parmi eux des narcotrafiquants, du côté du pouvoir central colombien, justement, pour un tant soit peu modifier la situation, mettre en place des cultures subsidiaires, une activité économique subsidiaire? Qu'est-ce qu'on propose à des narcotrafiquants quand on les a autour d'une table aujourd'hui en Colombie? C'est là où c'est très compliqué et où c'est difficile à accepter par une partie de la population colombienne, parce qu'on est en train de parler de personnes qui, sans aucun doute, se sont livrées à des opérations criminelles, et parce qu'on a un pays qui est extrêmement meurtri. Vous avez, il n'y a pas un Colombien avec qui on parle, c'est très empirique, mais c'est assez réel, on peut le vérifier avec les chiffres, qui n'a pas dans sa famille, dans son cercle proche, quelqu'un qui a été soit kidnappé, soit tué, soit disparu. Donc le processus de paix, c'est un processus long. Les accords dont on parlait de 2016, c'est vrai que ça va faire 10 ans, mais en réalité, 10 ans, c'est rien lorsque l'on voit le degré de violence, l'intensité, et surtout à quel point c'est quelque chose qui est présent dans toute la société colombienne. Donc aujourd'hui, ce processus de paix, il est à la fois, je pense, souhaité par une grande partie de la population, parce qu'on se rend compte que malgré les accords de 2016, la violence continue, et elle s'accroît dans certaines zones, dans certains territoires. On a des personnes qui reprennent les armes, des groupes qui se recomposent, et en même temps, la solution n'est pas évidente, parce que ce processus justement de pardon, de dialogue est un processus difficile, et je pense que c'est assez bien montré dans le documentaire, surtout avec la jeune fille à la fin qui a perdu son père et qui se réjouit de qu'il y ait un dialogue et une forme de paix, de processus judiciaire, mais qui ne semble pas complètement convaincu. Et je pense que c'est un peu à l'image de cette société colombienne qui veut cette paix totale, mais qui n'est pas prête à tout pardonner à tout le monde aujourd'hui, et je pense qu'on peut les comprendre.
Est-ce que cette population colombienne, compte tenu de tout ce qui s'est dit là, croit encore à la démocratie? On a l'impression qu'on a une démocratie qui est toujours sur le fil en Colombie. Et c'est pourtant la plus ancienne démocratie d'Amérique latine. Alors, je crois que quand on regarde la Colombie par les chiffres, fort heureusement, c'est un des pays qui ne sombre pas dans l'attachement à la démocratie. Et je crois qu'il faut s'en réjouir toujours, parce que beaucoup de pays ont tendance à décliner dans l'idée de savoir si la démocratie, au final, est le meilleur des régimes pour pouvoir gouverner. On voit quand même une chute assez significative dans beaucoup de pays. La Colombie tend à résister, et je crois pour une bonne raison, c'est qu'on a vécu il y a quelques années avec l'élection de Gustavo Petro une alternance qui était historique. Pour le pays, première fois de l'histoire du pays qu'un président de gauche, dans une coalition de centre-gauche, arrive au pouvoir. Dans un moment où la situation politique du pays était quand même très agitée, il y a énormément de protestations sociales sur différents secteurs qui s'étaient développés dans les années, mois qui précédaient les élections. Et on a eu une élection qui a permis de canaliser la demande sociale, avec une alternance et puis une contre-proposition sociétale. Ça, je crois que ça fait partie quand même d'une des bonnes garanties de la vitalité de la démocratie dans le pays, même si, on l'a vu, le documentaire Le Monde, rien n'est parfait. Il y a beaucoup de problèmes institutionnels, économiques, d'inégalités sociales. Mais sur le plan de la confiance dans les institutions, alors encore que la confiance, on pourrait discuter longtemps dessus, mais confiance dans les institutions ou robustesse de l'État à faire en sorte qu'un gouvernement démocratique reste légitime et soit en place, là, je crois qu'en Colombie, on est encore pas si mal placé. C'est aussi votre avis ? Oui, c'est tout le paradoxe colombien. Il y a un attachement fort. En tout cas, avec notre regard, nous Français, je dirais même européens, sur ce pays. Oui, c'est tout le paradoxe. Il y a un attachement très fort en Colombie aux institutions. Les institutions, globalement, elles fonctionnent, notamment les institutions liées à la justice, elles fonctionnent bien. On voit qu'on a un processus de paix très moderne qui fait figure même par beaucoup d'exemples, avec des processus vraiment très novateurs. Et en même temps, on a cet État, alors solide en termes institutionnels, mais qui n'arrive pas à être présent sur tout son territoire. Donc en fait, il y a vraiment un problème aussi de présence de l'État dans tous les villages, dans tous les endroits de Colombie. Et c'est là vraiment que le bas blesse. Son rapport avec, on va peut-être revoir la carte un instant, cette proximité avec le Venezuela, et évidemment avec le régime Maduro, Chavez hier, Maduro aujourd'hui, il y a eu une émigration, visiblement émigration, je dis bien, importante du Venezuela en Colombie. Je crois que c'est de l'ordre de 2 millions de personnes. Est-ce que ça peut déstabiliser un tant soit peu, justement, la situation économique et sociale de la Colombie aujourd'hui, cette émigration auquel on assiste, venant de la Venezuela et du régime aujourd'hui Maduro ? Alors en effet, c'est des flux très importants, parce que une grande partie des Vénézuéliens va d'abord en Colombie avant d'être vraiment dispersés dans toute l'Amérique latine. C'est un phénomène régional, c'est vraiment massif, c'est une des plus grands phénomènes migratoires pour l'Amérique latine, c'est impressionnant. La Colombie a aussi une longue culture d'accueil. Les Vénézuéliens et les Colombiens sont très proches culturellement. Donc, dans un premier temps, il y a vraiment eu une dynamique d'accueil qui, parfois aussi, peut être instrumentalisée politiquement, comme dans d'autres contextes. Donc, la question migratoire reste forcément une question importante. Mais il faut rappeler que la Colombie a connu aussi 8 millions de déplacés internes. Donc, les flux de population, la Colombie connaît, et on a des institutions qui savent aussi faire face à ce type de situation. Et finalement, les Vénézuéliens se sont insérés progressivement dans la société colombienne. On a évoqué les secteurs économiques qui sont porteurs pour ce pays, notamment aussi et surtout l'hydrocarbure. Il y a un schéma post-hydrocarbure aujourd'hui en Colombie. Est-ce qu'on peut arriver à des résultats dans ce domaine et à quel prix? Ça semble un secteur qui compte beaucoup sur le plan économique en Colombie. Ça compte beaucoup, effectivement. La question est très bonne, parce que c'est une des grandes questions qui occupe beaucoup des pays de la région, tous les pays qui sont dotés notamment de ressources hydrocarbures. Le Venezuela également. Le Venezuela également, mais le Brésil aussi. Ça va toujours essayer de naviguer sur cette ligne très étroite entre profiter de l'extractivisme, le modèle d'extraction des ressources, ou essayer d'avoir un autre modèle de développement. Mais d'un autre côté, ça incite à ne pas tirer profit de ce qui fait la valeur la plus importante en termes de ressources. Parce que c'est aussi une société très inégalitaire, vous l'avez dit tout à l'heure. Exactement, et je crois que c'est le point qui est à la racine de tout ce dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui, l'inégalité, voire même les origines de ce mouvement des FARC dont il est question dans ce document-là. Donc les inégalités restent toujours extrêmement présentes. Donc le modèle de développement qui est derrière est essentiel. Et vous le voyez comment, ce modèle de développement ? Aujourd'hui ? Oui.
Aujourd'hui, c'est un modèle de développement qui est très pragmatique, qui continue à tirer profit essentiellement du commerce des ressources dont on a parlé justement, qui est, on va dire, dépendant d'une trajectoire. En sciences politiques, on parle de dépendance au sentier, c'est-à-dire d'un chemin dont on a peine à s'écarter une fois qu'il est tracé, de chemin de développement plutôt néolibéral, avec une forte ouverture de l'économie. Parce que voilà, la valeur ajoutée pour le pays, elle est dans l'exportation de ses ressources. Donc oui, il y a des politiques publiques visant la décarbonation, visant la transition environnementale qui existent. Malgré tout, en termes macroéconomiques, le modèle prédominant, à mon avis, reste et restera encore pendant pas mal d'années celui d'un programme plutôt, surtout libéral, voire même néolibéral. Ah, je vois que ça fait réagir. On commence par vous, on finira par vous. Il nous reste assez peu de temps. Oui, alors Gustavo Petro, quand il est arrivé au pouvoir, a proposé justement de sortir de l'extraction. Ça veut dire arrêtons d'extraire des ressources naturelles pour les exporter. Alors c'est un programme qui est plutôt novateur pour un président de gauche latino-américain en tout cas, parce qu'il y a une veine écologiste assez forte. Cependant, à mettre en pratique, c'est plus compliqué, notamment quand il y a cette dépendance très forte qu'a bien expliqué Kevin Partenay. Mais il faut voir aussi que les impacts environnementaux sont très forts de ces différentes économies. Et on n'a pas parlé, on voit beaucoup de très belles images des forêts dans ce reportage, mais il y a vraiment un impact aussi sur l'Amazonie, qui est ce poumon de la planète qui nous concerne tous. Donc il y aurait aussi beaucoup à faire pour accompagner aussi la Colombie dans la préservation de cet environnement qui est le sien, mais aussi le nôtre. Et toutes ces économies, finalement, elles ont un impact très fort sur cet environnement. Oui, j'allais aller dans ce sens-là parce qu'il y a une véritable volonté politique qui a été affichée dès sa prise de fonction. La Colombie a été le pays hôte de la COP16 il y a quelques mois. C'est un des pays qui a la plus grande biodiversité, c'est un pays amazonien, il y a des espèces endémiques. Mais à côté de ça, on voit que c'est un pouvoir qui est aussi fragilisé, qui n'a pas le soutien de son Parlement et qu'il est difficile, lorsque l'on a une dépendance économique telle et lorsque on s'est construit sur ce modèle économique, de sortir complètement, de changer de modèle radicalement et de véritablement préserver ses écosystèmes. Alors, il y a aussi une volonté par rapport aux océans. Beaucoup d'initiatives. On aura la conférence de l'UNOC qui se tiendra en juin à Nice. La Colombie est aussi un pays qui est très actif. Précisez ce que c'est que l'UNOC. L'UNOC, c'est la conférence des Nations Unies pour les océans. Qui est vraiment majeure cette année. C'est pas parce qu'elle se passe à Nice et en France, mais parce que l'idée c'est d'avancer avec le traité de protection de la haute mer. Mais je parle de ça parce que c'est un des exemples dans lesquels la Colombie, comme d'autres pays latino-américains, ont vraiment un rôle de leader. Donc je pense qu'ils font des choses, mais qu'ils ne font pas autant que ce qu'ils pourraient ou peut-être voudraient faire du fait d'un blocage politique réel qui existe dans ce pays aujourd'hui. Et je précise, juste avant de finir, c'est la fin de cette émission, vous avez présenté ce documentaire que nous avons eu, nous, le plaisir de présenter dans cette émission des Bédocs. Vous l'avez, vous aussi, présenté à l'Assemblée nationale, il y a quelques temps maintenant. C'était pour sensibiliser la représentation nationale sur cette question colombienne? Il y avait un objectif particulier? Oui, absolument. Je pense que c'est très important de parler de la Colombie, parce que c'est un pays fascinant et que je porte dans mon cœur, mais aussi parce que cette question de la justice transitionnelle ou restauratrice est quelque chose qui est assez universel. Et je pense que de parler de la Colombie, on peut parler du monde et des conflits que l'on voit dans d'autres endroits, dans d'autres géographies. Cette fameuse justice accord de 2016 de la Havane dont on a parlé au tout début de notre échange. Merci, un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la Colombie, ce pays parfois méconnu des Français et plus largement des Européens. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc, bien entendu. Merci aussi à Félicité Gabalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débadoc, même place, même heure, et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.